écoutez le Montréal Africain Radio. Voici votre émission Tam Tam Culturel. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue au Montréal Africain Radio, à votre émission Tam Tam Culturel. Je m'appelle Mamadou Diouf. Vous savez, Tam Tam Culturel, c'est une émission qui est une émission d'actualité. On discute de différents sujets, que ce soit des sujets scientifiques, des sujets d'histoire, en tout cas des sujets qui concernent l'actualité. Et l'actualité oblige. Aujourd'hui, Tam Tam Culturel reçoit le psychologue Monsieur Sylvestre Assa pour parler de coronavirus, pour parler des impacts psychologiques, parce que Monsieur Assa a publié une vidéo très pertinente pour évoquer le sujet. On vous a partagé la vidéo et puis voilà, et ça va être l'objet de la discussion aujourd'hui. Je l'accueille à l'instant même. Bonsoir, Monsieur Sylvestre Assa. Bonjour Monsieur Diouf, très ravi d'être invité à votre émission. Bonjour à tous vos auditeurs, que je sais très nombreux à travers la planète. Monsieur Assa, nous sommes vraiment très contents, très honorés de vous accueillir ici chez vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui préoccupe l'humanité. Je parle du coronavirus. Vous avez publié une vidéo vraiment très pertinente que je conseille à tous les auditeurs de regarder. Cette vidéo-là est disponible et puis nous, on va continuer à le diffuser. Mais aujourd'hui, on va parler de l'impact en général, parce que vous êtes psychologue, spécialiste du comportement humain, et ça vous a amené quand même à publier une vidéo qui ne parle pas seulement de psychologie, mais vraiment de culture générale. Voilà. J'aimerais savoir, dans cette vidéo, vous affirmez que quelles que soient les disciplines scientifiques, le monde ne sera plus jamais comme avant. Expliquez-nous pourquoi vous affirmez cela. Merci Monsieur Diouf. Oui, bien que je sois de profession psychologue, j'ai abordé l'enregistrement de cette capsule dans une perspective transdisciplinaire qui abordait la pandémie que vit l'humanité actuellement à l'orée de plusieurs disciplines, notamment la psychologie, la sociologie, la philosophie, la médecine, l'économie, la religion, etc., en essayant de comprendre quel est l'impact que pourra avoir cette pandémie à travers l'humanité qui vit une crise sans précédent depuis bientôt une décennie. 100 ans, on n'a pas vécu une crise sanitaire de cette envergure. Même le VIH-Sida, qu'on a qualifié au début des années 80 de pandémie du siècle, n'a pas connu un impact aussi dévastateur dans l'humanité que ce que nous sommes en train de vivre. Au-delà de ce que je disais, donc, le monde ne sera plus jamais comme avant. Je vous donne un exemple très simple, Monsieur Diouf. Allez simplement dans le magasin où vous faisiez votre épicerie avant, tentez de voir tous les changements majeurs qui sont en train d'être installés. Maintenant, les grands commerces, les grands rayons auront dorénavant un commis rien que dédié à la propriété des mains, au désinfectage des mains, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent vue. Je suis allé cette semaine faire mon épicerie. Je me suis vu offrir un Ario qui était désinfecté. Je me suis vu imposer à l'entrée du magasin des produits hydroalcooliques pour désinfecter les mains, chose qui sera dorénavant quelque chose à nous imposer dans nos comportements quotidiens. Et je pense que ce sera là pour rester pour des décennies. Que vous regardez dans d'autres domaines, l'économie par exemple, bien que l'économie mondiale se trouvait dans une situation qu'on parlait de stagflation. J'entends par quoi stagflation, c'est-à-dire une stagnation de l'économie et une inflation des prix. On est un peu dans cet état. Toutes les économies du monde, y compris les économies des pays, on parle de régression, on parle de récession. Et ça encore, si on aborde peut-être les pays en voie de développement, je pense qu'on croyait avoir touché le fond du baril, mais on est carrément dans l'abîme. Si on regardait du côté des religions, les églises qui étaient derrière rempart, des humains désespérés, qui cherchaient un endroit où se réfugier, où implorer la transcendance, de nous pardonner de nos péchés et de donner un peu de joie de vivre dans une humanité en constante déshumanisation. Regardez simplement, que ce soit les églises, les mosquées, les synagogues, tous les lieux de culte ont mis la clé temporairement sous le paillasson, preuve que l'humanité est profondément en crise et que dorénavant,
même ces lieux devraient, quand les choses reviendront à la normale, respecter une certaine distanciation sociale entre les membres de l'Église. Je pense que dorénavant, lorsqu'on prendra le risque, par exemple, d'éternuer ou de toucher dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue, je pense que cela va imposer des regards. On va nous regarder carrément comme si on avait commis un crime. Parce qu'en ce moment-là, la crise sanitaire que nous vivons présentement va imposer des changements très radicaux, et ceci dans presque tous les domaines de notre vie. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. Oui, absolument. Monsieur Assa, pour poursuivre sur cette même lancée, moi j'ai entendu hier même des voix qui s'élèvent pour demander, pour dire que voilà, on doit mettre fin aux salutations, aux serrements des mains, on doit mettre fin aux embrassades, aux accolades, tout ça là, parce qu'on dit c'est du passé, c'est ce qu'on faisait dans le passé, mais il n'y a aucune explication pour continuer de le faire. Maintenant, on va parler de ma deuxième question, ça parle des mentalités. Donc, d'après vous, pourquoi et comment le coronavirus provoquerait-il des changements de mentalité encore plus drastiques que toute autre pandémie dans l'histoire de l'humanité, comme vous le soulignez? Parce que le problème, c'est vraiment les mentalités, parce que parfois, les êtres humains, ils oublient. Bon, peut-être il y en a qui vont dire que après, quand on va vaincre le coronavirus, après 2 mois, les gens vont oublier et vont revenir aux habitudes, aux anciennes habitudes. Donc, vous dites que vraiment, les mentalités vont changer. Évidemment, je crois très profondément que les mentalités vont changer. Je vous donne un exemple simple, M. Diouf. Avant l'avènement de la pandémie du VIH-Sida dans les années 80, je pense que je suis né un peu, c'est dans cette décennie-là que j'entrais dans mon adolescence, où on commençait à s'intéresser à la gente féminine, par exemple. Je pense que, à mon jeune âge, juste apercevoir un préservatif ou une revue où on parlait de sexualité relevait de quelque chose d'extrêmement grave, où les parents pouvaient nous punir, où on pouvait recevoir une réprimande d'un adulte, mais regardez la façon dont cette pandémie a fait rentrer dans nos vies certaines mentalités. Autour d'une table, les parents peuvent carrément, en guise d'éducation sexuelle, parler de préservatifs à leurs enfants, parce qu'on veut ainsi les préserver d'une certaine maladie auxquelles ils pourraient être exposés, notamment le VIH-Sida. On peut aujourd'hui, dans les écoles primaires, secondaires, on parle carrément de cours d'éducation sexuelle où on peut démontrer aux enfants de secondaire 2 ou de secondaire 3 l'utilisation d'un préservatif, ce qui au début des années 80, était carrément un scandale. Donc, si je fais le parallèle avec cette crise qui, en presque 2-3 mois, a carrément envahi tous les 5 continents et touche aujourd'hui presque, je dis presque la quasi-totalité des pays du monde, avec des morts par milliers. Si je prends le cas de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, si on prend ce qui se passe en Europe, on a la chance, peut-être un peu au Canada, la situation est grave, critique, mais elle n'est pas comparable à ce qui se passe en Europe ou chez nos voisins du Sud, les Américains. Donc, si je prends l'impact que provoque cette crise de santé, je crois que le traumatisme va rester très longtemps gravé dans l'inconscient collectif de l'humanité tout entière pour que les changements de mentalité soient de façon profonde ancrés dans nos habitudes. Évidemment, vous parlez tantôt, M. Diouf, qu'on va éviter de se serrer les mains, qu'on va éviter, je pense que même certaines notions de sécurisme dans la médecine, vous voyez, les gens qui travaillent dans les écoles, dans des centres d'aide aux jeunes, la plupart des intervenants reçoivent des formations de secourisme où on apprend aux gens, par exemple, comment faire un massage cardiaque, ou par exemple, faire le bouche à bouche. Vous savez ce que c'est? Par exemple, quelqu'un qui a une détresse respiratoire ou un arrêt cardiaque, on va souffler à l'aide de sa propre bouche dans la bouche de cette personne pour stimuler la réactivation de ses poumons et de son cœur afin de permettre à cette personne de garder un certain temps, un temps soit peu le souffle, en attendant l'arrivée des secouristes. Et je peux vous dire, M. Diouf, ces pratiques de santé primaire, élémentaire,
qu'on apprenait à tous les intervenants de santé, va sans aucun doute connaître des changements majeurs, et si bien que, même si vous êtes dans un endroit et que vous connaissez cette pratique, quand vous allez voir quelqu'un faire une crise cardiaque et qui est en détresse respiratoire, je pense qu'on n'hésitera pas plusieurs fois avant d'aller faire le bouche à bouche, ce qui était quand même un geste assez banal qui sauvait des vies. Donc vous comprendrez que cette pandémie qui en très peu de temps a gagné tous les continents, touché tous les pays, affecté le système de santé, mis à rude épreuve tous les systèmes de santé des pays riches comme des pays en voie de développement, va de façon drastique influencer les comportements, et je pense que ça prendra des décennies, plusieurs décennies, pour qu'on revienne encore à des comportements qu'on avait l'habitude. Je pense que même dans la rue, lorsque quelqu'un nous disait bonjour, on avait très naturellement tendance à lui serrer la main et lui donner nos services. Merci. Aujourd'hui, je pense que avec cette pandémie, on se méfiera même de quelqu'un qui vient nous demander juste un service banal en renseignement. Donc voilà comment je vois, comment je perçois cette situation qui est quand même sans précédent dans l'histoire de l'humanité, parce que la progression de cette pandémie a été fulgurante, et je pense que cette progression fulgurante, avec l'éclosion de nouveaux foyers dans différents quartiers, dans différents milieux, va de façon significative marquer nos comportements. Et je ne pense pas que c'est dans 2-3 jours ou dans quelques années que ça va disparaître de sitôt. Voilà. Donc, je rappelle que vous écoutez votre émission Tam Tam culturelle au Montréal Africain Radio. Je m'entretiens avec Dr Sylvestre Assa. Il est psychologue, spécialiste du comportement humain. Nous allons prendre une petite pause musicale, monsieur Assa. Il est temps de respirer un peu et puis on va revenir. On a encore 3 questions à vous poser sur ce sujet d'actualité que la pandémie. On écoute la musique et puis on revient tout de suite après. Merci beaucoup. La vie là c'est comme ça, oh, ah. Faut border ton mindset, débrouiller doucement, oh. Petit nangaye, la vie là c'est comme ça, oh, ah. Faut border ton mindset, débrouiller doucement, oh. Débrouiller, 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 débrouiller. Faut te chercher mon ami, c'est zéro qui est pas bon. Débrouiller, 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 débrouiller. Faut chercher ton là, c'est devant qui est bon. Débrouiller, il faut débrouiller. Débrouiller, il faut débrouiller. Débrouiller, il faut débrouiller. Débrouiller, il faut débrouiller. Tant qu'il y a la vie, c'est bon. Aïe aïe aïe, c'est pas mauvais. Il y a la santé, c'est bon. C'est pas mauvais. Moins de problèmes, c'est bon. Oh yo yo, c'est pas mauvais. Y'a Dieu dedans, c'est bon. C'est pas mauvais. Débrouiller, débrouiller, hey. Débrouiller, 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 hey. Débrouiller, 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 hey. Débrouiller, 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 hey. Débrouiller, débrouiller. Isaac Philippe, Al Mustafa, Ucheyeo, un vieux beurre, Kader Sarkozy. Débrouiller, il faut débrouiller. Débrouiller, il faut débrouiller. Débrouiller, il faut débrouiller. Débrouiller, il faut débrouiller. Tant qu'il y a la vie. Voilà, vous écoutez le Montréal Africain Radio à votre émission Tam Tam culturelle. Je m'entretiens avec Dr Sylvestre Assa, il est psychologue spécialiste du comportement humain. Je voulais, avant de poursuivre, juste saluer nos auditeurs Facebook. Je vais nommer quelques-uns qui ont réagi. Donc il s'agit de Alex Ngefak Takwezim. Il y a aussi Sidi Mohamed Chak. Il y a aussi Maurice Temfak. Voilà, on vous salue. Voilà, monsieur Assa, donc vous êtes psychologue. On va parler vraiment de l'impact parce que vous savez, le coronavirus, vous l'avez
l'avez souligné un peu, ça a été vraiment rapide, ça a été brutal, ça a été un choc brutal et ça s'est étendu à travers le monde en laps de temps. En 3 mois, tout le monde entier a été affecté. C'est sûr qu'il va y avoir des impacts sur la santé mentale des individus. Donc, parlez-nous de cet impact, le confinement, cette distanciation, cette forme de privation de nos libertés. Comment pourrait-elle avoir impact sur la santé mentale des individus, docteur? Merci, M. Diouf. Évidemment, là, vous touchez à mon domaine d'activité professionnelle, vu que la santé mentale est l'une des conséquences directes, immédiates et brutales de cette situation que nous vivons, vu que, au-delà du choc provoqué par la peur d'attraper la maladie, et vous savez, M. Diouf, dans nos communautés africaines en général, et immigrantes en général et africaines en particulier, beaucoup de personnes travaillent dans le domaine de la santé, que ce soit techniciens de soutien, je parle des radiologues, des préposés à la préparation des équipements, des inhalothérapeutes, des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires, et tout ce personnel-là, il y a déjà un premier choc psychologique provoqué par la peur de contracter cette maladie infectieuse et très grave quand même, vu que les foyers d'éclosion sont prioritairement concentrés dans les hôpitaux où on essaie de convoyer toutes les personnes contaminées qui se trouvent en CHSLD, qui se trouvent dans leur domicile et qui ont été découverts positifs. On les convoie immédiatement dans les grands centres hospitaliers où ils sont pris en charge par le personnel soignant. Or, la plupart de ce personnel, sans le savoir, au début de la pandémie, étaient terriblement exposés au risque d'être contaminés par cette pandémie, par ce virus. Et l'ont été d'ailleurs parce qu'on parle dans le monde de plusieurs personnels soignants qui ont été contaminés. Et c'est pour moi ici une occasion de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes dans le monde entier et dans nos communautés immigrantes qui sont dédiées à la santé des personnes malades du coronavirus. Donc, déjà la peur de se contracter pour ces personnels soignants, combinée aux effets par ricochet que ça pouvait avoir sur leurs familles respectives, a créé une sorte de psychose dans la société et qui affecte directement la santé mentale. Si on ajoute à cette peur de contracter les virus, les effets provoqués par les décisions gouvernementales qui ont décidé que pour freiner l'expansion du virus, les gens devaient rester chez eux. Je pense que les effets sur la santé mentale ont été multipliés par 10, vu que des gens, dans une société déjà comme la nôtre, qui est très stressante, où on ne connaît même pas nos voisins, et qu'on se retrouve subitement coincé chez nous, sans sortir, sans voir ses frères et ses sœurs. Et vous savez que dans les milieux immigrants, en général et africains en particulier, c'est la socialisation qui permet de briser le stress provoqué par l'immigration. Ça veut dire que c'est dans nos micro-groupes d'associations, vous êtes Monsieur Diouf africain, vous le savez très bien, c'est dans les milieux associatifs qu'on essaie de briser la solitude et de socialiser un peu autour d'un plat, autour d'une bière, autour d'un verre de vin. Malheureusement, avec cette situation, on est obligé de rester chez soi et enfermé dans 4 murs, et ça affecte bien évidemment la santé mentale. On parle ici de stress, d'anxiété, de troubles dépressifs, de troubles anxieux et bien d'autres troubles qui se trouvaient exacerbés par le fait de rester confiné en temps froid dans 4 murs. Donc, il y a aussi d'autres problèmes relationnels, conflictuels, générés par ces problèmes. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux un drame survenu en France où un monsieur a tué sa femme et ses enfants. Et que, selon les médias, selon les journalistes, on attribuait ce drame aux effets secondaires, aux impacts du coronavirus. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que, comme le disait Voltaire, le travail éloigne de nous 3 grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Donc le travail n'est pas seulement une source
d'épanouissement, mais le fait de sortir travailler, c'est bien pour notre santé mentale. Et vous savez que il y a un trouble d'adaptation généré par l'immigration dans un contexte à l'étranger où nous sommes. Beaucoup de couples vivent des difficultés relationnelles et c'est parfois à travers le travail qu'on arrive à surmonter ce problème en donnant la chance aux enfants de grandir en voyant leurs deux parents. Or, un couple qui bat de l'aile et qui survit grâce au travail et qui du jour au lendemain, toutes les compagnies ferment, on se retrouve enfermé avec une conjointe avec qui on avait des difficultés et qu'on se regarde en chien de faïence, vous comprenez très bien que c'est une situation qui vient mettre le feu aux poudres et parfois on arrive à voir des drames comme ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux où un homme a mis fin à la vie de ses enfants et de sa femme à cause du confinement créé par la distanciation sociale. Donc voilà autant de facteurs que ce virus cause sur la santé mentale. Et jusqu'à présent, M. Diouf, je crois que l'impact réel des effets du confinement et de tous les problèmes créés par ce virus seront perceptibles bien des années plus tard. Je vous donne quelques exemples encore. Vous avez par exemple à subir une évaluation médicale avec votre médecin de famille ou dans un hôpital, vous devez suivre une radiographie ou une opération, mais en raison de l'achalandage des systèmes de santé, en raison de l'éclosion des foyers de contamination un peu partout, tout le système de santé est engorgé et la plupart des examens que des gens devaient subir, des opérations banales, des chirurgies d'un jour, des ablations de telles choses, se trouvent reportés parce que tout le système médical est mis à contribution pour faire face au coronavirus. Or, il se pourrait que, entre-temps, la petite chirurgie d'un jour qu'on devait faire pour vous enlever un kyste va se voir aggravée par l'effet du prolongement. Vous savez que tout mal qui n'est pas guéri va s'aggraver avec le temps. Or, et moi je crois pertinemment que beaucoup de personnes qui avaient des chirurgies mineures, qui avaient des opérations à faire et qui ont vu leur opération simplement reportée parce que le système de santé est mis à rude épreuve à cause du coronavirus, verront des problèmes mineurs prendre une autre envergure parce que, entre-temps, le fait de reporter l'opération va voir simplement le phénomène de santé qu'ils avaient s'aggraver de façon drastique et malheureuse. Voilà. Donc voilà autant de faits qu'on peut dire qu'on va, d'ici quelques années, voir des effets vraiment catastrophiques de ce phénomène sans précédent dans l'humanité, du moins depuis les 100 dernières années. C'est très très intéressant, docteur Sylvestre Assa. Il nous reste à peu près 6 minutes. On va aller un peu en rafale. J'ai énormément de questions, mais je vais quand même poser 2 autres questions rapidement. Et puis donc, vous dites aussi, dans votre analyse, vous dites que la crise du coronavirus est en train de nous démontrer que la hiérarchisation des humains est une erreur fondamentale. Expliquez-nous, détaillez-nous qu'est-ce que ça veut dire et expliquez pourquoi. Et finalement, c'est quelque chose qui est carrément nouveau dans l'étude des comportements humains à travers l'histoire, à travers le conflit des générations, à travers les conflits que ce soit peuples qui peuplent l'humanité. Dans les différentes guerres qu'on a eues, on a vu par exemple à la Seconde Guerre mondiale où on parlait de la race aryenne, où Hitler carrément s'était arrogé le droit d'avoir un droit de regard et un droit de domination sur toute l'humanité parce qu'il s'estimait être la race supérieure. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ayant constaté que cette erreur, cette perception d'Hitler était carrément une erreur, on a voulu accorder aux peuples du monde, notamment les nations colonisées, le droit de s'autogérer et le droit à l'égalité. Et malheureusement, ce droit qui nous a été accordé de façon subtile, les gens ont continué à dominer nos peuples à travers la colonisation, la néocolonisation, et soumettant ainsi certains peuples à une certaine hégémonie d'une certaine race que je ne voudrais pas rentrer dans les détails ici. Cependant, avec cette crise, nous comprenons que
l'humain fait face aujourd'hui à un ennemi qui ne connaît pas de couleur de peau, qui ne connaît pas de langue, qui ne connaît pas de tribu, qui ne connaît pas de religion et qui ne connaît pas de frontières, tout simplement. Je vous donne encore, j'aime bien parler en termes d'exemple, vous avez suivi tous dans les médias que le Premier ministre anglais, M. Boris Johnson, a été mis aux soins intensifs où il est resté carrément pendant 3 ou 4 jours parce qu'il était lui-même contaminé du virus. Voilà des gens que nous pouvons, sans aucun doute, qualifier des hommes les plus puissants de la planète qui aujourd'hui, face à un ennemi invisible, se trouvent aussi vulnérables que monsieur, madame, tout le monde. Comment peut-on expliquer une telle situation? Des gens qui ont les meilleurs médecins du monde, qui ont le meilleur système de santé, qui ont les meilleures protections, qui ont les meilleurs médicaments, parce qu'ils représentent les nations dites puissantes, se retrouvent aujourd'hui confrontés à un ennemi qui les met au même pied d'égalité que monsieur, madame, tout le monde. Et c'est pour cela, conclusion, que la hiérarchisation des races, des nations, des humains est une erreur fondamentale et que nous devons comprendre que soit nous sommes tous heureux, soit nous sommes tous malheureux. Voilà. Et c'est le nouveau paradigme qui va se développer dans les années à venir pour faire comprendre à l'humanité que nous ne pouvons plus continuer à nous comporter comme on l'a fait au XIXe siècle en traitant certains peuples de races inférieures parce qu'on avait la technologie, on avait des armes, on avait de la puissance, on pouvait les assujettir à notre gré. Aujourd'hui, face à cet ennemi, nous comprenons que nous sommes tous vulnérables et que nous allons tous mourir ensemble ou tous vivre ensemble. Voilà. En terminant, docteur Assa, rapidement, vous êtes vraiment psychologue aujourd'hui et tout le monde connaît, on a parlé des impacts. Nous, on veut que nous disiez quels sont les enseignements ou leçons qui sont bénéfiques ou positives, du point de vue psychologique quand même, que les humains peuvent tirer de cette crise de coronavirus. Écoutez, d'un point de vue individuel comme collectif, je pense qu'il y a des choses à tirer comme leçon. D'un point de vue collectif d'abord, je parlerai des problèmes de l'environnement. Ironie du sort, et paradoxalement, la crise du coronavirus a mis un frein sur l'appétit, la boulimie de l'être humain face à son désir de consommation, et nous a fait comprendre que ni les grands groupes pétroliers qui ne voyaient que la part du gain, ni les grands groupes industriels qui ne voyaient que la part du gain, au-delà de tout le discours qu'on essaie de tenir par rapport à la pollution de la qualité de l'air, la diminution de la couche d'ozone, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, monsieur Diouf, faites un tour dehors, le prix de l'essence est rendu à environ 80 cents, mais il n'y a aucune voiture sur la rue, donc je pense que avec cette situation, la qualité de l'air ne peut que s'améliorer. La Terre, la planète Terre ne peut que se porter mieux. Malheureusement, c'est ce qu'on peut dire, et malheureusement ou heureusement, mais je pense que c'est le constat qu'il y a lieu de faire, que face à cette crise, la planète Terre est en train de se faire une cure de jouvence. Sur le plan individuel, je pense que ça renvoie à un questionnement, à une remise en question. On a vu des gens se bomber le torse. Oui, je suis le plus fort, je suis le plus puissant, je suis riche, je suis fort. Mais qu'est-ce que vaut votre richesse? Qu'est-ce que vaut votre argent lorsque vous ne pouvez pas, dans l'épicerie, trouver un sac de riz? Qu'est-ce que vaut l'argent si vous ne pouvez pas trouver la bouteille d'huile, le paquet de lait? Donc, ça nous renvoie carrément à l'état de nature où on croit qu'on doit ramener la richesse humaine aux rapports humains. Voilà. Et valoriser ce qui fait que l'humain revienne à son sens original tel que décrit dans les grandes religions monothéistes. C'est-à-dire, imaginez-vous l'homme dans le jardin d'Éden tel que décrit dans la Bible. Bon, je n'ai pas la version de la création telle que décrit à savoir l'islam ou le judaïsme, mais si je prends la version chrétienne qui est ma propre tradition religieuse, je pense que au jardin d'Éden,
l'on n'avait pas besoin des milliers de dollars, l'homme n'avait pas besoin d'avoir toute la puissance du monde, on avait besoin juste d'une amie, d'une compagne pour nous tenir la compagnie, et on avait besoin de quoi manger et de quoi vivre. Et je pense que la crise du coronavirus est en train de nous ramener à la situation originelle de l'homme, telle que décrite dans la religion monothéiste. Et c'est pour moi, aujourd'hui, d'inviter nos humains, d'inviter nos semblables, nos frères, nos amis, à se revoir dans un miroir, à se regarder et à se poser la question, comment est-ce que je traite mon frère? Comment est-ce que je traite ma soeur? Quel visage, quel regard je porte sur mon frère? Quel regard je porte sur mon prochain? Quelle est ma perception face à l'humain? Quelle est ma perception face à la société? Quelle est ma perception face à mon collègue de travail? Quelle est ma perception face à ma soeur, à mon frère? Comment je le traite? Voilà autant de questions que j'invite personnellement chaque être humain aujourd'hui à se regarder dans un miroir et à dire, je pense que cette crise est venue mettre comme ce que j'appelle une rupture épistémologique dans nos comportements pour nous amener à tirer profit de cette crise pour abandonner nos anciens comportements et adopter des comportements plus positifs qui feront avancer l'humanité vers des avenirs plus meilleurs. Voilà, c'est par ces beaux propos que nous terminons cette émission. Docteur Sylvestre Assa, je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste du comportement humain. Écoutez, c'était un énorme plaisir pour moi de vous accueillir ici chez vous au Montréal Africain Radio pour nous éclairer sur la situation de pandémie qui affecte le monde entier. Et voilà, donc merci énormément d'avoir pris le temps de nous éclairer. Merci et on se donne rendez-vous très bientôt pour aborder d'autres sujets avec l'angle psychologique également. Merci, c'est moi qui vous remercie de l'invitation et merci à tous les milliers d'auditeurs du Montréal Africain qui nous suivent à travers le monde. Merci et à très bientôt.